Bienvenue à cet atelier de ce soir. Donc, deuxième semaine là, de nos ateliers colloques à distance, en virtuel. Alors, bienvenue à tous et à toutes, que vous soyez mentors ou jeunes. N'oubliez pas qu'on a des ateliers encore jusqu'à jeudi cette semaine et la semaine prochaine aussi, et inclusivement. Donc, toutes sortes d'ateliers, toutes sortes de sujets bien intéressants. On poursuit ce soir encore avec la programmation. On en a fait un peu la semaine dernière. Alors, on poursuit avec la programmation Java entre guillemets, avancé, le contrôle des moteurs. Alors, c'est Andy Chang, que tout le monde probablement connaît, de l'équipe Espresso, qui va animer la soirée. Donc, encore une fois, je vous rappelle que l'atelier est enregistré et que vous pourrez poser vos questions à Andy tout au long de la présentation, là, en levant la main, évidemment, pour que ça se passe bien. Alors, bonne soirée, je vous laisse entre bonnes mains. All right. Bonjour tout le monde, bonne soirée. Merci d'être là, puis on souhaite être tous au retour à notre école après la grève bientôt. Donc, sans plus tarder, dans une équipe FRC, le contrôle des moteurs soit pour faire conduire une base ou monter un élévateur, tourner un bras, un membre quelconque, ou même lancer un ballon. Donc, tout ça nécessite un contrôle optimum de votre moteur pour soit aller à une position prédéterminée ou soit atteindre une vélocité désirée. Donc, cette partie de l'ingénierie, c'est déjà bien analysé, bien solutionné. Donc, ce qu'on présente ce soir, vous allez trouver toutes sortes de matériel déjà sur Internet. Il s'agit juste de extraire le nécessaire pour l'implémenter dans une saison, essayer d'enseigner les jeunes pour qu'ils comprennent. Donc, c'est ça, en fait, je trouve qui est la plus grande difficulté. Puis aussi, essayer de marier ces notions plus avancées avec le matériel des librairies qui nous sont disponibles. Donc, la programmation et le contrôle de moteur, on va commencer par qu'est-ce que ça prend pour faire un montage pour avoir quelque chose qui est prêt à être programmé. On va regarder un peu les théories. Bien évidemment, on va programmer aussi en direct, puis faire des démonstrations. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que j'ai ici, ce petit bout de carton. Puis ensuite, une fois qu'on aura expliqué c'est quoi le contrôle par PID, on va expliquer un contrôle un peu plus avancé offert par Cross the Road Electronic. C'est le fabricant des moteurs Falcon, par exemple, donc qui s'appelle Motion Magic. Pour les moteurs de Rev, donc les moteurs brushless de Neo, ça va plutôt s'appeler Smart Motion. Donc, on va aussi expliquer de quoi il s'agit, tout ça. Ensuite, évidemment, suivi de démonstration. S'il y a des questions, je ne vois pas vos mains, je ne vois pas le chat pendant que je présente, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Pour l'instant, il n'y en a pas. OK, donc les prérequis. Regardons d'abord qu'est-ce que ça prend. Présentement, pour éviter de devoir reprogrammer un code de PID custom, j'ai utilisé dans le fond le PID, le contrôleur qui est déjà dans le contrôleur de moteur offert par Cross the Road Electronic. Donc, chaque moteur Famicom 500, le moteur s'appelle Famicom. Puis, il y a un contrôleur qui est directement attaché, ça s'appelle le talon FX. Mais il y a différents types de contrôleurs. Il y a des Victor, il y a des talons, il y a des chez les Neo, il y a aussi les Spark Max, la série Spark. Donc, ce sont tous ces contrôleurs que vous pouvez utiliser pour contrôler votre moteur. Dans certains contrôleurs plus chers et un peu plus intelligents, ils ont des PID déjà intégrés avec des possibilités comme des Smart Motion, des Motion Profile. Donc, on va utiliser ça ce soir, mais le principe est quand même le même. L'avantage d'utiliser ces PID industriels incorporés dans le contrôleur lui-même, c'est la fréquence. Dans le contrôleur de talon, il fait l'asservissement à une fréquence de 1000 Hz. Donc, il est capable de mesurer
et ajuster le output à 1000 fois par seconde. Quand on implémente notre propre code de PID dans VS Code, dans Robovio, il fonctionne seulement à 50 Hz. Donc, c'est beaucoup plus désavantageux si on veut avoir un contrôle très fin et très rapide. Et ça offre une plus grande stabilité. Mais il va y avoir des moments où on n'a juste pas le choix que d'implémenter notre code PID. Si vous avez besoin d'implémenter votre code, il y a des ressources sur Internet. Celui que j'aime beaucoup, qui est un bon équilibre entre un code simple, bien expliqué, et un feature set, un nombre de fonctionnalités intéressantes, c'est celui-là. C'est un blog qui explique comment programmer un PD5 avec certaines fonctionnalités comme comment éviter le derivative kick. On va expliquer qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce qui est très intéressant, c'est le wind-up mitigation. Ça, c'est un kick équivalent en NetEcart. Puis on va expliquer tout ça aussi. Autre question pour l'instant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà implémenté leur propre PD? Puis est-ce que ça a été une bonne expérience? Andy? Oui. Est-il possible de nous partager le lien dans le chat directement, s'il te plaît? Oui, à la fin de la rencontre, je vais partager tout ça. OK. Et, je vais aussi partager une copie de mon site. Okay. Donc, le montage que j'ai ici, je ne sais pas si vous... Attends, je vais essayer de voir qu'est-ce que vous voyez. OK. Donc, dans le fond, c'est un Robovio avec une radio, une batterie, évidemment, puis un power distribution panel. Puis, qu'est-ce qui est en dessous? C'est deux Falcon 500. Andy, je pense qu'on ne voit pas bien ce que tu nous présentes. En tout cas, je me vois plus que ton image. Et attends, si j'enlève le share, vous allez peut-être mieux voir. Est-ce que... Ah là, oui, là, c'est plein écran. OK. Donc, ici, donc ça, c'est deux moteurs Falcon, puis le Robovio et son contrôleur. Donc, ils sont déjà branchés, ils sont déjà prêts. Puis, moi, j'en ai deux parce que deux, c'est toujours mieux qu'un. Mais ici, ce que ça me permet de montrer, c'est deux configurations différentes. Donc, pendant la programmation, la démonstration tantôt, on va voir c'est quoi la différence quand on ajuste certains paramètres. Donc, au lieu de faire lancer deux fois, on va pouvoir lancer simultanément et voir s'il y en a un qui est plus rapide ou plus lent par rapport à l'autre. J'espère que tantôt, ce sera quand même visible. Je vais repartager mon écran, mais surveiller quand même ma caméra. Donc, ici, j'ai attaché deux tables. Dans le fond, c'est deux moteurs directement sur un shaft. J'avais un poids attaché pour alourdir le système, mais je le trouvais trop insécure pour la présentation, donc je l'ai enlevé pour l'instant. Mais vous pouvez voir tantôt qu'avec la direction de ces terrains, on peut, dans le fond, indiquer un peu comme une horloge à quel degré on est. Donc, présentement, on va supposer qu'à 0 degré, on pointe vers le haut. Puis, notre convention, c'est sens anti-horaire positif. All right. Je partage mon écran. OK. Je vais supposer que vous savez déjà comment créer un projet. Après avoir créé un projet, moi j'aime beaucoup le template Timed Skeleton qui me donne le strict minimum que j'ai besoin. Donc tout ce qu'on a à implémenter, donc c'est entièrement, ça nous appartient. On va d'abord commencer par un montage simple où on peut, avec une manette, contrôler la sortie la vitesse du moteur en contrôlant directement le pourcentage de voltage qu'on va envoyer. Donc, commençons. J'ai déjà, pour souci du temps,
je ne vais quand même pas passer 1 heure et demie à écrire chaque caractère. Donc, j'ai déjà un code qui est semi-prêt. On va commencer par une manette avec 2 moteurs. Et commencer par ça. Ensuite, donc, une manette qui me permet, avec les boutons, de dire, OK, est-ce que je suis en mode puissance, pourcentage, ou je suis en mode PD, ou je l'arrête. Ici, évidemment, là, il faut initialiser. Ensuite, les manettes, les moteurs. Et donc, ici, on a 2 fonctions pour configurer les moteurs. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, les fonctions, c'est ceci. Ça va un peu vite, mais je vais expliquer dans le fond qu'est-ce que le code fait. Ah, j'ai une constante à copier. Donc, ça, c'est le temps d'attente en millisecondes. Quand j'envoie une configuration à un changement de paramètre, pendant combien de temps le configurateur doit attendre. Donc, qu'est-ce que c'est ici? C'est que ici, ça, je n'ai plus besoin. Okay. Cette fonction permet de prendre un moteur et la première ligne, c'est vraiment d'enlever toutes les configurations précédentes qui résident déjà dans le moteur. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça permet vraiment d'enlever toutes sortes de situations imprévues. Ça m'est déjà arrivé dans le passé de prendre le robot de 2018. Il y avait dans le Power-Up, il y avait un élévateur. Puis quand j'ai pris le même le talon SRX, j'ai utilisé l'année suivante, je l'ai branché et sans savoir qu'il y avait déjà une configuration dedans. Donc, j'ai commencé mon test et déjà le moteur était parti. Donc, ça permet, si vous faites beaucoup de tests, ça permet de nettoyer la table au complet, puis vraiment rajouter, avoir la sécurité que tout ce que vous ajoutez, c'est exactement ce qui va se trouver dans le moteur. Donc, ici, vu que c'est un moteur Falcon 500, le senseur est déjà intégré. Donc, ça prend ça. Ensuite, on va configurer un petit deadband. Ici, cette ligne sert pas grand-chose pour les Falcon 500 parce que le contrôleur est déjà branché, intégré dans le boîte. Par contre, si vous utilisez un moteur avec un contrôleur à part, il est possible que votre contrôleur est déphasé et branché différemment. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre ça à true. Ce que ça fait, c'est que quand le moteur tourne dans le sens positif, si vous avez mal branché, ce n'est pas plus grave, mais c'est juste les valeurs d'encodeur vont aller dans le négatif. Donc, en le mettant en OK, ça va établir programmatiquement cette phase. On n'a pas besoin ici, puis on n'a pas besoin non plus de setting built-in pour que, dans le fond, j'ai défini que quand on tourne dans le sens anti-horaire, c'est la direction positive que je veux. Donc, ensuite, ici, ça m'assure qu'on a une plus grande priorité au niveau de la communication CAN, parce que j'utilise le CAN bus. Ça, c'est les fils verts et jaunes. On choisit le profil principal, puis déjà, je vais m'assurer d'avoir limité la sortie à plus ou moins 1. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ensuite, je vais mettre une autre petite fonction qui, tout ce que ça fait, c'est de réinitialiser les encodeurs à 0. Donc, en faisant ça, cette fonction est appelée ici. Donc, ça, c'est le code qu'on a présentement. Ça se tient quand même sur une page. Donc, ça permet au moins d'initialiser le moteur comme il faut.
au bon canal CAN, etc. Donc, présentement, on a un setup qui configure bien pour des moteurs qui font absolument rien. Donc, maintenant, on va rajouter quelques fonctionnalités. Donc, première chose qu'on veut faire, c'est afficher des valeurs. Donc, ici, j'ai une belle petite fonction, une série de fonctions toutes cuites. Excuse-moi, Andy, on a une question de Julien. Vas-y, Julie. Vous m'entendez? Oui. Oui. Petite question, quand on configure comme ça, est-ce qu'il y a un délai avant que la configuration soit prise en compte ou du fait qu'on spécifie un timeout, c'est comme à la sortie de l'appel de fonction de configuration, c'est bon, le contrôleur est configuré? À ma compréhension, c'est le timeout, c'est vraiment seulement quand il échoue, il ne donne pas de réponse. Normalement, quand c'est bien configuré, il passe à travers une après l'autre sans attente. Puis s'il y a à une étape, il y a des attentes imprévues, il va attendre jusqu'à un maximum de 30 millisecondes, puis nous lancer une erreur. Puis Okay. Normalement, j'ai presque jamais rencontré d'erreur comme ça, ou de délai. D'accord. Donc, ici, le code que j'ajoute ici dans robot périodique, en fait, ça a l'air très sorcier, mais en réalité, ça n'influence pas le moteur d'aucune façon. C'est que ici, j'aimerais juste avoir des valeurs dans le Smart Dashboard sans avoir à prendre 10 minutes pour tout écrire puis reconfigurer mon dashboard. Il est déjà fait. Donc, ça me permet d'avoir le moteur gauche, le moteur droite. C'est quoi les valeurs d'encodeur? Les valeurs d'encodeur converties en degrés. La sortie en pourcentage de puissance. Le courant qui est réellement consommé par le moteur, donc duplicatif, gauche, droite. Ensuite, lorsqu'on est dans le mode PID ou dans le mode Motion Magic, donc on est dans un mode de feedback, d'asservissement, donc un feedback négatif. Ça nous permet d'afficher, OK, quelle était la cible, le degré que tu visais, l'erreur qui te reste entre ta position courante. Donc, maintenant, on vise le 0 degré, puis présentement, il est à moins 90. Donc, l'erreur, ce serait évidemment 0 moins 90 plus 90. Donc, c'est toujours la cible moins la valeur courante. Donc, cette valeur est simplement l'erreur divisée par le ratio combien d'impulsions par degré. Puis ça, il faut faire une calibration. On va le faire tantôt. Ici, c'est seulement dans l'accumulateur intégral, on va expliquer, c'est lorsqu'on fait la somme de toutes les erreurs accumulées sur un certain temps, bien, combien ça s'est accumulé dans ce compteur. Donc, encore une fois, duplicaté à gauche puis à droite. Puis, pour éviter d'avoir des erreurs affichées ici, on ne demande que ces valeurs que lorsqu'on est en mode contrôle position et Motion Magic seulement. Sinon, si vous essayez de contrôler le moteur purement en pourcentage de puissance, puis vous demandez, OK, mais quelle est ta cible en feedback loop? Puis il n'est pas en feedback loop, il va dire, je ne sais pas de quoi tu parles, il va polluer un peu votre driver station avec des petits messages. Bon, ça ne brisera pas votre robot, mais c'est juste encombrant. Donc, c'est pas mal tout. On va maintenant déterminer quelle est cette valeur, cette constante. Donc, ici, on va mettre 1 pour l'instant pour avoir aucun effet. Puis, ce qu'on vise maintenant, c'est carrément tourner le moteur pendant un certain nombre de tours. Trouver, mettons, je le tourne 20 tours. Puis, puisque je sais 20 tours fois 360 équivaut à tant de degrés, puis il me dit, OK, à la fin de 20 tours, finalement, tu as parcouru combien
d'impulsion, ben, je sais c'est quoi le facteur de conversion. Faisons ça. Et Andy, j'ai une petite question sur oui, le code de télémétrie. Est-ce que c'est parce que dans la configuration, tu as précisé un slot, fait que j'imagine que tu pouvais avoir plusieurs profils, mais là, tu précises pas de slot. Est-ce que ça utilise un profil le PID par défaut du contrôleur? oui, effectivement, ça, cette partie-là, je le contrôle, je le maîtrise moins, mais dans les contrôleurs Falcon, tu peux très bien, je pense que c'est une question de performance. Donc, au début du match, configurer plusieurs PID avec des paramètres différents pour des situations différentes. Puis, pendant le match, tout ce que tu fais, c'est que tu peux faire un switch pour sélectionner d'autres PID. C'est quand même un cas d'usage un petit peu poussé que j'ai rarement rencontré, mais on peut imaginer des scénarios comme, mettons, tu essaies de contrôler un bras, puis lorsque tu vas faire un mouvement super fin versus un mouvement qui va d'une position très loin à un autre, tu peux imaginer avoir un PD différent pour ces deux utilisations. Merci. OK. Donc, lançons le code. Puis, on devrait avoir succès. Sinon, on arrête la présentation. Et voilà. Phew. Voilà. OK. Donc, ici, on va regarder. Donc, présentement, comme vous avez vu dans le code, il n'y a rien qui tourne le moteur, mais par contre, je peux déjà jouer avec ceci. Donc, vous voyez, en le tournant, je vois un certain nombre d'impulsions. Donc, si je tourne un tour complet, c'est à peu près 2000. Donc, évidemment, pour mieux occuper mes élèves, je vais dire, et aussi plus grande précision, je leur dis tout le temps de tourner 10 à 20 tours. 20 tours. Donc, 3, 4. Bon, on ne va pas le faire pour vrai, mais c'est bon quand vous faites faire par les élèves d'avoir au moins 2 élèves. Parce que après 10 tours, il y en a tout le temps un qui finit par manquer ou un tour ou plus. Donc, ta-da-ta-ta. Bon, mettons qu'on a fait un bon 10 tours. Ça nous donne ceci. Donc, ça veut dire si j'ai 10 fois 3000, ça équivaut à 3600 degrés. Donc, si je copie cette valeur et je vais dans le code, en fait, oui, donc, ici, donc je pourrais faire, si j'ai bien fait mon affaire, parce que je n'ai pas réellement compté pendant qu'on parle. Mais ça me semble correct. Donc, ça, c'est pour faire un petit tour. Ici. Et ici, je vais vous dire la petite coquille plus tard. Donc, mettons, divisé par 10, divisé par 360. Si vous commettez ce code et vous l'essayez pour vrai, ça va être un peu croche. Vous allez voir qu'il n'est pas, quand on va revenir, il ne sera pas exactement à un petit tour. On va voir ça. Donc maintenant, on envoie. OK. Donc, ces valeurs-là devraient tomber à 0, ou presque. Et on peut lancer. OK. Donc, on va faire un tour. Donc, vous voyez, j'ai fait un tour. Mais il affiche 408 degrés. Pourquoi? Eh bien, on peut chercher vraiment longtemps, mais la réponse, c'est que quand il a commencé à faire le calcul, il pense que c'est un entier. Ensuite, un entier divisé par un entier, ben, il va prendre la réponse puis l'approximer par un entier. Donc, on est mieux, dès le départ, de lui dire non, non, c'est un double précision. On a bien de la place dans notre ordinateur.
on va aller avec ça. Donc, juste en changeant ça, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, pardon. Et voilà, je tourne et 360. Et voilà. À chaque année, il y a quelque chose comme ça. Et hier soir, je me suis fait attraper aussi. Puis, ah oui, j'ai oublié ce petit détail. OK, maintenant qu'on a ça, j'aimerais utiliser mon joystick pour vraiment contrôler, faire tourner ma moteur sans que j'ai besoin de faire ça à chaque fois. Puis aussi pour imposer des valeurs fixes. Donc, on va suivre tout le code que j'ai besoin pour une manette. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Ça, je pense que je l'ai fait avant. Dans le périodique, on va aller chercher l'axe gauche verticalement. Et quand je... Attends, horizontalement, je pense. Oui, axe 0. Donc, quand... ah oui, mon code est un peu... j'ai changé la direction aujourd'hui. Donc, on va aller chercher ça. Puis, si j'ai mon bouton 1 appuyé, le bouton A, je veux imposer une certaine valeur en position fixe. Sinon, on va aller avec percentage of. Donc, on va seulement copier cette partie dans TeleOptopus. Puis, lorsqu'on fait tourner le moteur, on n'a pas le choix que d'être en TeleOp ou en Autonomous. Puis, vous comprendrez que en robot périodique, il n'y a pas de contrôle de moteur. Donc, n'importe quel moment, même si mon robot est off, tu vois, c'est off, je peux quand même le tourner et je peux lire les valeurs. Puis ça, c'est super pratique en vision, par exemple. On peut juste pousser le robot sur le terrain, avoir toute la vision active, faire toutes les calibrations. Puis on peut voir toutes les valeurs instantanément. Puis je pense que si je ne me trompe pas, rendu au championship, quand on fait la période de calibration sur le terrain, ben, c'est interdit d'activer le robot. Donc, c'est très nécessaire. Donc, ensuite, on va aller chercher si mon bouton B est appuyé, ben, je vais pouvoir le contrôler avec un pourcentage de petit. Donc, c'est le code qui est ici. Oups, non. Voilà. C'est le bouton B. Est-ce que ça vous semble familier, tout ça? Ça va. OK. Puis, petite anecdote aussi, je vois que mes élèves, j'ai demandé à mes élèves de se loguer 20 fois pour que je puisse me vanter auprès de Robotronics d'avoir l'atelier le plus populaire, mais ils ne l'ont pas fait. Ah, mais merci d'être venu quand même. OK, donc on prend ici. Donc, ça, c'est la méthode de contrôle le plus simple. J'ai juste divisé la sortie par 10 parce que vous comprendrez, quand le moteur a juste pas de charge, ben, il va tourner assez vite. Donc, on va essayer ça. Bon. Bouton B. Ça marche bien. Les angles et les impulsions semblent avoir tous la rue. Et voilà. Très simple. Pour le départ. Donc, on est encore en prérequis on n'a même pas commencé le vrai sujet, donc dépêchons-nous un peu. OK. Maintenant, on va regarder maintenant un premier contrôle avec PD. Donc ici, je vais copier ce code. Je vais juste le mettre ici. Ce que ça permet de faire, c'est de dire, OK, quand j'ai le bouton A appuyé,
Je veux que le moteur aille à un angle très spécifique. Donc, évidemment, je ne peux pas dire au moteur va à 360 degrés. Il faut que je fais va à 360 degrés fois le ratio. Donc, combien d'impulsions par degré. Et ça, on l'a déjà calculé avant. C'est à peu près, j'ai fait le calcul tantôt, c'est à peu près environ 5,68 pulses per degré. Donc, on va juste garder ça à l'esprit. Donc, si j'envoie ce code, en fait, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas simplement dire au moteur de tout à coup aller à une telle position quand on n'a même pas configuré les paramètres de son PD. Donc, faisons cette étape. Donc, les paramètres du PD, c'est ici. Donc, j'ai configuré les moteurs en optimisation. On va prendre une première copie ici. Ici. Et on va le configurer évidemment, dans RoboInit. Ça. Et je vais expliquer chacun des paramètres. OK. Au niveau de la présentation, on a passé l'étape de prérequis, on a programmé un premier avec manette de jeu, puis on a calibré le ratio nombre d'impulsions avec le degré. Maintenant, on est en bonne position pour commencer le PD. Pourquoi est-ce qu'on commence par le feed-forward? Feed-forward, c'est une constante qu'on applique pour rendre le système plus linéaire. Je m'explique. Quand vous avez des moteurs connectés à, par exemple, la drive, il y a des engrenages, il y a le sol et la friction dans tout ce système. Quand vous envoyez 0,01 volts au moteur, mais le moteur ne va pas tourner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez de puissance juste pour vaincre la friction statique. Ensuite, une fois qu'il commence à tourner, il y a encore la friction dynamique. Donc, juste passer cette étape, on a besoin d'un minimum de puissance requise. Donc, c'est à ça que ça sert les feed-forward. Ça permet à ce que quand vous, par la suite, contrôlez en PD, bien, si vous avez un système qui a de l'inertie et de la friction, bien, au moins, cette partie est gérée et annulée par le feed-forward qui donne il ajoute une constante dans le fond à toutes les valeurs qui sont envoyées par la suite. Donc, il y a deux types de PD, de feed-forward. Il y a soit une force constante, soit de type velocity qui est bipolaire. Force constante, c'est comme par exemple, vous avez un bras ou un élévateur. Donc, si j'ai un élévateur, je prends cette manette et je dois le monter vers le haut, descendre vers le bas, aller à premier étage, deuxième étage, troisième étage. Si on était en 2019, aller à troisième étage, déposer un ballon rapidement, puis descendre. Pendant qu'il fait tout ce mouvement, il y a la gravité qui agit dessus. Donc, étant donné que vous avez probablement ça dépend de comment c'est implémenté. Si c'est une espèce de monte-charge, le poids qui est monté reste constant et la gravité reste constante, peu importe le faible changement de niveau que vous avez. Donc, il faut appliquer une force constante minimum pour pousser vers le haut, pour vaincre au moins la gravité. Donc, dans les utilisations comme ça, c'est le feed-forward constant qu'on peut appliquer. Donc, on va simplement prendre le output et le monter comme ça, avec une valeur prédéterminée. Donc, la façon de déterminer cette valeur, c'est simple. On va prendre le montage qu'on a et simplement lui demander, OK, quelle est la force strictement minime, la plus petite possible que je dois appliquer sur le moteur avant que ça se mette à tourner.
j'applique. Donc, j'essaie vraiment d'être le plus délicat possible. Oh, déjà, je l'ai dépassé, il a commencé à tourner. Donc, le but, c'est qu'il ne tourne pas. Donc, j'entends le moteur forcer. Et ça ne tourne pas encore. Et là, on est sur le bord. Là, ça commence à tourner. Donc, on est quelque part en 0,115, 0,015 et 0,014. Ouais. Donc, si vous avez du temps, vous pouvez encore aller dans le code, puis prendre la sortie de votre manette qu'on avait mis tantôt, puis faire une division encore plus petite, divisée par 100 par exemple, ou divisée par 50. Puis là, ça vous permet d'avoir un contrôle super fin sur la sortie. Donc, une fois qu'on détermine qu'est-ce que c'est, ça nous permet d'appliquer cette force au minimum à tout. Par contre, la valeur qu'on a trouvée, elle est excessivement faible. Encore une fois, parce que j'ai un shaft direct connecté sur le moteur qui n'a pas de charge. Le poids d'un tachygraphe. Donc, ça ne change rien. Donc, pour moi, je ne l'appliquerai pas dans ce montage, sinon ça peut même avoir des effets que je ne veux pas. Mais si vous voulez appliquer, ce qu'il faut faire vraiment, c'est lorsque vous êtes en com, je cherche le bout. Donc, quand vous êtes en contrôle de position, vous pouvez maintenant ajouter un paramètre. Ça, je pense que c'est le control type. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est d'aller dans le code, dans le control mode. Ensuite, il y a une autre version. Le type de demande. Donc, ici, le type de demande, on peut dire, je veux un feed-forward arbitraire avec une valeur que je détermine. Donc, ici, je peux mettre 0,014, par exemple. Donc, à ce moment-là, mon moteur de gauche va toujours avoir une valeur de plus quand je suis en mode contrôle de position. Donc, ici, juste pour l'intérêt de la démonstration, je vais forcer cette valeur à être plus grande. Vous allez voir, donc, je vais m'assurer que les valeurs de PD, tout le reste est nul ou 0. J'ai fait des tests tantôt, il y avait des valeurs résiduelles. Est-ce que ça va? Je vais trop vite ou pas assez vite? Ouais, je ne sais pas si tu vas y répondre après, mais petite question. Là, le signe du paramètre que tu mets plus bas dans la demande, Ouais. j'imagine qu'il faudrait prendre le signe du joystick, parce que si le joystick est d'un sens, il faut mettre plus, puis sinon, il faut mettre moins. C'est ça. Donc, si effectivement, si tu veux monter l'élévateur et tu as programmé ton encodeur pour quand il monte en hauteur, il monte en valeur, et que la puissance aussi va dans le même sens, à ce moment-là, il faut être un signe positif. Et deuxième question, tout à l'heure, tu as ajusté dans la configuration du contrôleur une deadband. La deadband, elle s'applique à la première demande ou à le résultat combiné de toutes les de la demande en position et en feed-forward? Oui, c'est le résultat combiné. OK, merci. Donc, le deadband, ça permet pour ceux qui ne savent pas, quand je lâche la manette, mécaniquement, ce n'est pas un joystick qui est parfait. Donc, il ne va pas aller à une position 0 parfait. Puis, donc, on ne veut pas que le robot se mette à tourner et bouger sur le terrain quand il ne devrait pas. Puis aussi, quand on a une valeur résiduelle, des fois, on préfère que le moteur s'arrête au lieu d'avoir l'élévateur continue de bouger et changer de position. Donc, on envoie. Ça veut dire que quand on met un feed-forward, on ne peut pas vraiment utiliser de deadband au niveau du moteur. Il faut plutôt gérer ça dans le code à partir de la valeur du joystick. Quand tu as un feed-forward, il faut au moins que ton feed-forward, je pense, c'est une bonne question, soit plus grande que le deadband que tu programmes.
mais généralement, c'est le cas. Donc, ici, OK, dans où est-ce qu'on avait mis dans la configuration, c'est en bas. Ici, OK. Ce deadband, dans la documentation, par défaut, il met à 0,04. Mais moi, je veux avoir une résolution, dans le fond, plus petite pour la démonstration. Donc, je vais mettre, j'ai mis 0,1%. Mais si vous mettez 0,4, vous allez voir que ça a vraiment un effet. C'est comme s'il considère qu'une puissance envoyée au moteur plus bas que 0,04%, ben, il préfère envoyer 0. Donc, ta résolution à la fin est moins grande, un peu à cause de ça. Précision, je veux. C'est bon? Okay. Je pense que j'ai envoyé, mais on va renvoyer pour sûr. Okay. Donc, ce qu'on voulait démontrer tantôt, c'est si je veux aller à une certaine position, vous voyez, je n'ai même pas changé la cible. Donc, ma cible est encore assez faible, puis ils se mettent à tourner sans arrêt. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Je les ai forcés de tourner à 5% de puissance. Là, je l'arrête en tout temps. Donc, s'il avait une gravité à vaincre, ce serait suffisant avec une valeur bien optimisée de juste enlever l'effet de la gravité. Donc, dans mon application ici, je vais l'enlever en fait, parce que sinon, ça va nuire au reste de ma présentation. Mais c'est comme ça qu'on fait. Si vous implémentez votre PD, dans le fond, pour un feed-forward constant, mais en fait, c'est très simple. Vous prenez votre output puis vous ajoutez une valeur. C'est tout. OK. Donc, au niveau de la présentation, on a fait le premier. Le type vélocité, c'est un peu plus spécifique. C'est quand vous cherchez à tourner votre moteur constamment, mais ce que vous cherchez n'est pas une position, mais c'est plutôt une vélocité. Et quand est-ce que c'est utile? En 2022, par exemple, lorsqu'on lance un ballon, la roue d'inertie que vous utilisez pour s'agripper sur le ballon, puis la propulser vers l'avant, ben, cette roue doit être en constante rotation. Puis vous voulez le maintenir à un RPM, une vélocité qui est très proche de l'utilisation la plus fréquente, la distance la plus fréquente de votre robot, pour qu'elle ait juste à faire le petit ajustement nécessaire pour lancer avec précision. Donc, dans un cas comme ça, on va utiliser la vélocité, le feed-forward velocity, qui, elle, par contre, elle est bidirectionnelle. Donc, j'ai un petit dessin ici. OK, donc constant, c'est comme ça. Par contre, lorsqu'on est en velocity, elle est plutôt comme ça. Donc, lorsque, puis ça, c'est pas l'erreur. Velocity, OK, c'est celui-là. Notez que l'axe ici n'est plus l'erreur. C'est vraiment la cible que vous imposez. Donc, si vous voulez aller à une vélocité de, je ne sais pas moi, 5000 RPM, vous voulez amener le robot, la roue d'inertie, à ce niveau de RPM approximatif avec un feed-forward de type vélocité. Donc, quand vous voulez un RPM positif, il va ajouter une valeur positive. Quand vous voulez une vélocité négative, ben, il va s'ajuster et donner une vélocité, une valeur négative. Donc, il s'ajuste de façon proportionnelle. Ça ressemble à un contrôleur professionnel, mais il est fixe. Il ne peut pas être ajusté facilement. Donc, le but de ça, c'est pour vraiment rendre le système linéaire par après. C'est qu'une fois que la vélocité désirée, mettons, je désire cette vélocité, et il amène le robot à une valeur de output calculée d'avance, mais ça se peut que le robot, il
quand il exécute, ben, il n'atteint pas exactement la cible de la vélocité désirée. Peut-être qu'il est un petit peu off, un petit peu en arrière ou un petit peu en avant. Donc, la compensation pour cet ajustement, là, on va la faire avec le PID. Mais au moins, il a réussi à amener votre robot à l'endroit optimum pour faire les ajustements par après. Donc, c'est à ça que ça sert un feed-forward velocity. Par souci de temps, on va skipper un peu cette partie puis rentrer dans la partie PD rapidement. OK, donc maintenant qu'on a fait ça, mais quand on veut configurer ce genre de feed-forward, c'est vraiment la ligne qui est ici, que j'ai mis en commentaire. OK, maintenant on va regarder la partie proportionnelle. Enfin, on commence le PD. Donc, un contrôleur proportionnel simplement regarde, OK, combien d'écart, si je veux viser un moins 90, qu'est-ce qui me reste comme écart, puis je vais appliquer la force nécessaire pour envoyer mon moteur dans le bon sens. Une fois que l'écart commence à diminuer, je ne sais pas si vous voyez bien, une fois qu'il commence à diminuer, bien, la force va diminuer en conséquence pour, avec un peu de chance, tomber à 0 quand on est sur le bon degré. Évidemment, le système a toujours une inertie et on peut des fois dépasser ou des fois être insuffisant. Donc, on va voir tous ces effets tantôt. Donc, ça s'ajuste avec la grandeur de l'écart, de l'erreur avec la cible. Ça ne peut pas être 100% précis parce que dans ton système, il y a la friction. Donc, en absence d'un bon feed-forward bien calculé, ben, il y aura toujours un petit écart. Puis même si vous avez un feed-forward bien fait, ben, le feed-forward ne modélise pas parfaitement toute la friction dans le robot, dans toutes les positions. Donc, il va tout le temps rester un petit écart. Donc, le constant proportionnel ne pourrait pas pallier à, mettons que vous cherchez à aller à moins de 90 degrés, il s'arrête à 84, 80, 88 degrés. C'est le meilleur qu'il peut faire. Donc, la seule façon d'améliorer la précision, ce serait d'augmenter le facteur proportionnel. Donc, on va voir un peu les effets. Donc, ici, je vais juste prendre, parce que j'ai des valeurs prédéterminées dans ma présentation. OK. Donc, on va essayer une valeur faible de 0,05 versus une valeur forte. Donc, je vais prendre ici, je vais maintenant mettre 0,05. Comme ça. Puis on va la comparer avec une qui est plus forte, 0,2, puis voir c'est quoi la différence. Attends, je vais inverser un peu les deux. J'aimerais ça que la gauche soit la meilleure, puis la droite est un petit peu, parce que j'ai juste pratiqué comme ça. Donc, normalement, celle-là devrait être plus lente que lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier un peu mes autres valeurs. Est-ce que j'ai annulé? Oui, parfait. Je suis en position, merveilleux. Donc, le code nécessaire pour utiliser un PD dans le Falcon, c'est vraiment la ligne ici. Quel mode vous voulez? Dans la configuration que vous appelez dans Robot Init, vous appelez les lignes qui sont là. C'est tout. On lance. Succès. OK, maintenant. Donc, la façon que j'ai configuré ma joystick, c'est quand j'appuie sur le bouton Vas-y avec le contrôle PD, je peux soit basculer complètement à gauche et ça va lui forcer de tourner à moins 360, donc plus 360, donc un tour complet. Si je vais dans l'autre sens, ben, il va faire un tour négatif. Donc, on va essayer ça. Moins. Donc, vous voyez ici, il est parti de 0, puis lui, avec une constante proportionnelle qui est plus petite,
il n'a pas généré une force assez grande pour vaincre le restant de l'erreur. Tandis que lui, avec une force plus grande, il est plus précis, mais pas tout à fait encore. Donc, on voit aussi sur l'écran, pour la gauche, il lui reste 8 degrés à couvrir. Pour la droite, il reste encore 51 degrés à couvrir. Donc, maintenant, on peut ajuster ces valeurs pour quelque chose de plus fort, même un peu dangereux. J'ai apporté mes lunettes de sécurité. Ah non, ils sont restés dans le club avant la grève. Donc, désolé, mes lunettes vont suffire comme des lunettes de sécurité, mais de toute façon, il n'y a rien, il y a juste des erreurs dessus. OK, on va ajuster ces valeurs. Donc, maintenant, rendons-le un tout petit peu plus dangereux. Pas vraiment. OK. On lance. OK, maintenant, je l'envoie. Je vais juste remettre à 0. OK. Et 1. Donc, voyez lui, je cache que vous n'avez même pas eu le temps de le voir tourner. On recommence. Donc, il est allé tellement vite, il a fait un tour, il est arrêté. Donc, on voit aussi sur le graphique, qu'est-ce que ça dit? C'est que ce graphique affiche l'erreur restante. Donc, ici, dans le premier cas, l'erreur, lorsque j'ai démarré, l'erreur était beaucoup plus grande. Puis, lorsqu'il s'est stabilisé, à la fin, il y a eu un undershoot, un overshoot. Puis là, il s'est stabilisé à peu près, même pas 1 degré. Puis pour le deuxième, en fait, il n'avait pas été capable de s'approcher de la ligne 0, donc il reste encore 50, tout comme on a vu tantôt. Donc, en augmentant la valeur proportionnelle, on peut aussi réduire l'erreur qui reste. Mais c'est dangereux. Présentement, dans mon système, je n'ai pas rien, je n'ai pas un élévateur attaché, je n'ai pas de charge, je n'ai pas de membres, donc c'est correct d'aller vite comme ça. Mais quand vous allez l'utiliser sur un vrai robot, on ne veut pas que l'élévateur s'auto-détruise. Donc, il faut aller beaucoup plus doux et c'est mieux de commencer par une valeur très faible, puis augmenter graduellement, prendre son temps, plutôt que d'aller à quelque chose de haut et rendre votre équipe mécanique beaucoup plus triste. Donc, ça, c'est une valeur trop forte pour mon montage, mais on voit la différence. OK. Si jamais il se met à osciller, ça veut dire que votre professionnel est trop grand. On pourrait peut-être l'essayer, mais sans une charge, ça va être un peu plus difficile. Si, par contre, évidemment, vous activez, puis au lieu d'aller de tourner vers la bonne direction, il s'éloigne, ben, ça veut dire que votre constante proportionnelle, la sortie de votre output, il faut inverser le signe avant de l'appliquer sur le robot. Donc, si vous vous trouvez avec une situation comme ça, il faut aller dans la configuration du moteur et utiliser une des deux lignes ici pour soit inverser la direction physique ou inverser la valeur numérique de l'encodeur. Donc, c'est ça que vous aurez besoin. Donc, on va essayer de vivre dangereusement. On va mettre un combien vous voulez. Quelqu'un peut-il me donner une suggestion et agir comme la petite voix du diable? Combien je devrais mettre pour que ça se mette à... Quelque chose me dit que tu peux mettre aussi grand que tu veux parce que vu que tu n'as aucune charge, a priori, de toute façon, tu vas maxer la capacité du moteur. Puis il va rien se passer il va pas se passer grand chose. Donc, mettons que je mets un 5, on va le multiplier par 10. Et juste pour le fun, on va regarder qu'est-ce que ça donne. OK. Si jamais, soyez prêts à appeler une ambulance.
la valeur clairement trop grande. Ce qui arrive, c'est qu'il commence à bouger avec trop de force, il dépasse la cible, et ensuite, il cherche à revenir dans l'autre sens parce qu'il a overshooté. Et il ne faisait que ça sans arrêt. Donc, faites pas ça sur le robot, s'il vous plaît. Mais c'est toujours le fun de le voir comme ça. OK. Donc, maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, allons, donc ça, c'est le proportionnel. L'intégral. Ah, là, le fun commence. Donc, on a quelque chose tantôt qui marche, mais trop vite, si on veut un système qui est précis. Puis, si on ne veut pas qu'il aille trop vite, mais il n'est pas assez précis. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut utiliser l'intégrale pour mesurer dans le temps l'erreur qui me reste et accumuler cette erreur pour générer une force de moteur nécessaire pour compenser le restant. Donc, ce que ça fait exactement, c'est quand on commence, on dit, OK, va à la cible. On commence à 0, il monte, puis il va additionner tout cet écart. Dans le fond, faire une somme de la surface sous la courbe, tandis qu'ici, c'est la surface avec la cible. Donc, tout écart avec la cible, il va l'ajouter. Ensuite, s'il a accumulé toute cette erreur, il va chercher à l'évacuer en ayant une côté opposé, ou c'est le sacrifice qu'il va faire pour si jamais il nous reste encore une petite erreur, mais la proportionnalité est insuffisante pour vaincre cette erreur, mais ça va générer suffisamment de force avec le temps pour rebasculer le moteur dans le bon sens. Mais la conséquence, c'est si on ne choisit pas la bonne valeur de integral zone, la zone d'intégration, ben, ça se fait qu'on génère un overshoot qui est trop grand. Donc, procédons avec une première version qui a quelque chose d'insuffisant. J'ai noté quelque chose de faible comme ça. Tiens, on peut aller avec... Ah oui, commençons par faible. Donc, mon intégrale, ici, je vais mettre cette valeur. La proportionnalité, je vais l'annuler le plus possible. On va faire la même chose que lui. Comme ça, on a juste cette valeur pour comparaison. Donc, allons avec ça. Donc, tantôt, on a vu qu'avec un KP de 0,05, il nous restait à peu près 50 degrés d'écart. On fait un tour. Donc, vous voyez, là, c'est purement la constante intégrale qui continue à ajuster vers 0. Donc, au final, dans mon moteur de droite, il me reste 50 degrés, 53 degrés, mais dans mon moteur de gauche, il est déjà à seulement moins 1 degré. Donc, il a fait sa job, mais on va dire c'est pas assez vite. Donc, comment on fait pour que ça compense plus vite? Et simplement aller augmenter cette valeur. Donc, on va augmenter de 10 et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, théoriquement, ça devrait corriger 10 fois plus vite. Et voilà. Là. Donc, on n'a même pas remarqué la durée, mais il est déjà rendu à seulement 2,6 degrés restants. Donc, c'est déjà très, très bon. Donc, on voit l'erreur tendre quand même assez vite vers le centre, vers 0. Puis, le moteur de droite, il ne fait absolument rien à ce stade-ci parce qu'il n'a pas de constante d'intégration. OK. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué ici, c'est je veux une valeur encore plus forte, 0,001. Qu'est-ce que ça change? Et là,
on va montrer pourquoi il faut mettre une zone d'intégration plus petite. Donc, tantôt, dans mon explication, j'ai laissé la possibilité d'avoir une accumulation d'énergie qui reste à évacuer. Et ça peut générer un overshoot. Donc, essayons. Vous voyez? Donc, OK. Ce que je peux faire, c'est de réduire ici pour qu'on voit plus dans le temps. Il va accumuler 40 échantillons. OK. Je recommence. Donc, si je vais à l'autre côté, donc, vous voyez, il y a constamment du overshoot avec le moteur de coach. Il prend trop de temps. Et ça, c'est parce que on voit dans le graphique, quand il cherche à atteindre la bonne valeur, puisque je change la cible constamment, je le vire en positif, négatif, il doit tout le temps rattraper l'écart. Et en rattrapant l'écart, il aussi accumule dans l'accumulateur intégral toutes ces valeurs inutiles dans le fond. Ce que je cherche vraiment, c'est quand il s'approche de la valeur finale, je veux juste corriger cette partie. Donc, ce que je peux faire, c'est définir un seuil d'intégration. Quand il est à l'extérieur du seuil d'intégration, il va en fait mettre l'accumulateur à 0, comme s'il n'accumulait pas. Puis seulement quand l'erreur est rentrée dans cette zone, là, il va commencer à accumuler. Donc, on va garder cette valeur qui a un grand overshoot. Et là, maintenant, on va ajouter une zone d'intégration. Puis pourquoi j'ai mis 400, c'est simplement, c'est approximativement 7-8 degrés, je pense. Combien? Donc, 400. Tu peux peut-être juste faire le calcul avec ton ratio, ton ratio impulsion par degré. Ouais, donc tantôt, je vais couvrir au moins 50 degrés parce qu'il me restait tout le temps 50 à couvrir. Donc, je vais juste ajouter une petite valeur de plus. Donc, à l'intérieur de 70 degrés, il va corriger en intégration. OK, donc si on essaie ça. Donc, ce qu'on cherche à voir maintenant, c'est le problème de overshoot. Est-ce qu'il est amélioré ou pas? Tantôt, on voyait sur le graphique en haut, il faisait quand même beaucoup d'oscillations. En changeant juste une seule valeur, vous voyez, beaucoup plus faible. Donc là, maintenant, je change de cible. Donc, si je ne bouge pas, il a à peine dépassé 0 avant de revenir et c'est beaucoup plus potable qu'avant. Tantôt, il faisait view. Donc, c'est parce que ça sert la zone d'intégration. Ça, c'est ce qu'on appelle typiquement le integral wind-up. Donc, ça va pour cette partie intégrale. Maintenant, avec le dérivé. Est-ce que cette partie-là, elle n'est pas en partie prise en compte dans plein de situations par le feed-forward? Par exemple, si tu as un élévateur avec un poids, si tu ajustes ton feed-forward, est-ce que tu risques d'être très très loin de ta valeur quand tu arrives proche? Justement, donc, oui, effectivement, ça va beaucoup aider si tu as un feed-forward qui déjà annule l'effet de gravité. Donc, le restant d'erreur va juste être des frictions mécaniques et non pas toute la gravité que la constante proportionnelle doit vaincre. Donc, oui, effectivement, ça va aider. Donc, ce qu'on cherche vraiment avec l'intégrateur, c'est vraiment vaincre les résistances, les frictions qui sont dans le système. C'est bon? Oui, merci. OK. Donc maintenant,
quand on a vu tantôt, donc si on met une valeur qui est trop grande avec la constante proportionnelle, il peut vraiment osciller beaucoup et dépasser avant de retomber sur une bonne valeur. Donc, si on cherche à augmenter la vitesse de ce qu'on appelle le setting time, donc réduire le temps que ça prend pour atteindre la cible, on veut vraiment augmenter la constante proportionnelle, mais ça rend le système beaucoup plus instable. Donc, une façon de contrer cet effet, de diminuer le overshoot, oups, désolé, c'est, excusez-moi, donc, dans le rouge, c'est la situation indésirable qu'on cherche à corriger. Donc, on a ici une constante proportionnelle qui est trop forte. Ça génère un overshoot. Puis, on préfère sacrifier juste un petit peu la vitesse pour aller presque pile dessus sur la cible. Donc, c'est un compromis, évidemment. Donc, ici, on pourrait utiliser un contrôleur dérivé. Ça sert d'amortisseur. Ça mesure le changement d'erreur. Donc, si l'erreur était de 100 degrés l'instant précédent, l'instant suivant, elle est de 50 degrés, mais on a un changement d'erreur de 50 degrés. Donc, c'est la vitesse de changement de l'erreur, la pente, dans le fond, de cette erreur. Donc, si la cible change, comme je fais ici, donc on stabilise le système, mais on change tout à coup la cible, et ça pourrait momentanément créer une erreur artificiellement trop grande, puis ça pourrait générer un coup qui s'appelle un derivative kick, qui est un peu indésirable. Ça, c'est le downside de cette implémentation. Mais dans différents contrôleurs, il y a d'autres façons d'implémenter pour ne pas avoir cet effet. Donc, je vous conseille d'aller voir le lien qui est ici, le deuxième lien. C'est là qu'il parle de comment éviter le derivative kick en faisant la pente sur la valeur courante, dans le fond, au lieu de l'erreur. Okay. Donc, ici, c'est complexe, c'est dérivé. Quand on n'a pas besoin de l'utiliser, ben, utilisons-le pas. Un bon modèle, une bonne analogie, c'est tu appuies sur la gaz de l'accélérateur, mais tu essaies de freiner le système en même temps. Donc, ça donne des situations un peu imprévisibles. Donc, essayons ça. Et donc, c'est quoi les valeurs que j'avais remarquées? Donc, 0.5 pour P, D qui est faible de 0.1. OK, essayons ça. Donc, 0.25. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre le système assez rapide pour générer un overshoot. Donc, à droite, je vais générer un overshoot. À gauche, je vais aussi générer le même overshoot. Mais par contre, ici, je vais mettre une constante dérivée pour annuler le overshoot. Moi, je suis plutôt OCD dans ce qui est de l'alignement vertical, donc désolé. Maintenant, le D, qu'est-ce que j'ai mis? C'est le 0,1. Donc, essayons ça. 0,1. Donc, quand c'est une valeur faible, la compensation du overshoot va être à peine visible. Puis on pourrait augmenter la valeur. D'accord. Je vais à moins 360, plus 360, plus. Donc, je vais juste faire une couple de fois pour que le système, le graphique, change de valeur. Ah, désolé. OK, donc je suis à plus 360. Je vais aller à moins, puis je vais imposer cette valeur de façon instantanée. OK, donc ce qui est arrivé, c'est de voir, c'est ici, il y a un overshoot. On va le refaire peut-être. On va rendre le graphique un petit peu plus petit, un peu plus zoomé. Donc, on va élargir que ça soit plus facile. Okay.
OK, je commence à plus 360. Maintenant, quand j'appuie sur le bouton, je vais l'envoyer à moins 360. Donc, vous voyez la ligne 0 ici, elle a été un petit peu dépassée. Mais si j'augmentais encore la valeur proportionnelle, on va pouvoir exagérer ce mouvement. OK, je l'envoie à plus 360. Maintenant, je vais à l'opposé complètement, 2 tours plus loin. OK, là, j'ai généré un beau overshoot des deux côtés. Maintenant, si on met... Donc, ça, c'est purement... ça, c'est plus la constante proportionnelle. Donc, si j'augmentais ma constante dérivée, par contre, donc, une constante qui est fort, 0,9. Donc, j'ai augmenté de 10. Et tu sais quoi? On va, juste par souci de temps, on va aller beaucoup plus fort et voir l'effet. Donc, on devrait voir le moteur de gauche réduire grandement son dépassement. Donc, c'est bon, il est aligné. Plus 360. OK. Maintenant, je impose un négatif. OK. Donc, ici, en commençant, en appuyant, il a fait quand même... l'erreur est allée instantanément dans le négatif parce que j'ai immédiatement changé. Mais en revenant, il a seulement fait comme ça. Tandis qu'ici, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Le graphique est un peu plus étiré. On peut le refaire à distance. Donc, ici, donc, pas moins bien, mais quand il revient, les deux graphiques reviennent. Lui, en revenant, il s'est fait amortir un tout petit peu avant d'atteindre 0. Tandis qu'ici, il a essayé de corriger purement avec le proportionnel. Il a dépassé un tout petit peu, donc il est un petit peu plus instable comme ça. Mais on voit un petit effet d'amortissement. Si j'augmentais encore plus la valeur, on verrait encore plus prononcé cet effet. Mais je ne vais pas continuer plus loin dans le dérivé parce qu'on a d'autres choses à couvrir. Puis aussi, parce qu'avec un montage qui n'a pas d'inertie, c'est difficile de montrer ça correctement. Donc, je vous invite à essayer de votre côté, mais avec un montage qui a une charge. OK. Donc, ça, c'est le dérivé. Donc, si on voulait tout combiner avec un contrôleur qui est quand même bon, donc, 0.2, 0.1, 50. OK, essayons ça. OK, donc, c'est 0,2, je pense. Oui, 0,01. Avec 150 comme 150. iZone. Oui, quelqu'un a laissé parler? Je disais, en fait, je reprenais tes valeurs, là, 150 et puis 0,1. Et ça, Régis, ça change d'un système à l'autre. Donc, tu vas devoir réadapter ces valeurs. Mhm. Donc, ici, je vais mettre juste la proportionnelle. En fait, non, je pourrais le garder à 3, juste pour avoir quelque chose qui est très rapide, mais beaucoup plus brutal à droite. Donc, à gauche, ça va être un contrôleur qui est un peu plus raffiné. Puis à droite, c'est purement proportionnel. Dans un montage sans inertie comme ça, les deux vont s'approcher quand même d'un comportement qui est quand même bien. Mais quand vous aurez un robot avec un élévateur, avec des frictions, la différence avec un bon PID bien tuné va être grande. Donc, je l'envoie à plus 360. Maintenant, je vais imposer instantanément un négatif un tour. Donc, vous voyez déjà dans le moteur de gauche,
Ah, il a atteint une erreur de 0. Bravo. Puis dans le moteur de droite, mais c'est le maximum qu'il peut faire avec le proportionnel. Il a même dépassé un tout petit peu. Mais si on regarde les deux, OK, je pense que je peux momentanément arrêter partage, juste qu'on puisse voir en plus grand. Est-ce que vous voyez le montage ici? Peut-être juste centrer le deuxième moteur, on n'en voit qu'un seul. On ne voit qu'un seul. Ah, vous avez dû me dire. C'est bon. Il y a une façon de frame l'image quand on right-click sur votre caméra. Le frame de la caméra est peut-être faible. Ouais, ça, par contre, je ne peux pas changer. OK, donc, voyez ici, je l'envoie comme ça. Je ne sais pas si vous avez une frame rate pour le voir tourner. Presque 2 tours. Moi, je manuellement ne tourne pas vite, mais vous voyez, les deux s'approchent. Donc, dans un montage où il n'y a pas de charge, les deux performances vont être quand même assez semblables. Mais si vous avez, comme je dis, vous avez quelque chose qui est plus difficile à tourner, un vrai robot, là, il y aura une belle différence. OK. Donc, il nous reste 10 minutes. On va, maintenant qu'on a un PD qui est quand même bien tuné pour le reste, on va avancer vers le Motion Magic. Je vais repartager mon écran. En fait, ça, c'est pas énormément plus compliqué, le Motion Magic. Au niveau du code, si vous utilisez Process Electronic ou même Smart Motion, donc, qu'est-ce que ça prend? C'est 2-3 lignes de plus. Ici, pour le moteur de gauche, je vais seulement implémenter sur le moteur de gauche. Ouf, ça. Et tout ce que ça prend, c'est dire, si on le contrôlait en Motion Magic, ben, c'est quoi ma vitesse maximale et mon accélération maximale. Puis ensuite, lorsque je suis en contrôle de position, je vais dire Motion Magic. Donc, qu'est-ce que c'est, Andy, le Motion Magic? C'est le Motion Magic, c'est qu'il calcule dans le temps, OK, je dois respecter une certaine vitesse maximale pour ne pas trop bousculer mon robot. Donc, c'est super utile quand vous avez un système avec beaucoup d'inertie et on ne veut pas vraiment que le robot soit mécaniquement trop sollicité qui peut user votre robot prématurément ou le rendre beaucoup trop dangereux. Donc, on veut comme un élévateur, vous montez dans un élévateur, vous ne vous attendez pas à monter au 10e étage avec une narration de malade, mais vous voulez aller graduellement. Donc, on va d'abord augmenter l'accélération à son maximum, mais la vitesse va augmenter proportionnellement dans le temps. Une fois qu'il atteint la vitesse maximale, il va y rester dans le temps, c'est la vitesse de croisière, et il va prévoir, OK, si je veux descendre pour arrêter presque exactement sur la position désirée, je dois commencer à décélérer à d'avance. Donc, on va décélérer pour avoir quelque chose de très doux. Donc, ça évite les variations brusques. C'est excellent pour tes élévateurs, les bras, ta base pilotable. Et si tu veux tendre, la vitesse et l'accélération beaucoup trop grande, mais le comportement va se rapprocher d'un PD pur. Donc, on va regarder. Attends, est-ce que j'ai fait un dessin? OK, non, c'était ça. OK, faisons un test. Donc, j'ai quand même mis une accélération qui est une vitesse et une accélération qui est quand même lente. Je vais enlever mon partage parce que je viens de montrer le code déjà. Et on va se concentrer sur plus la caméra. OK. Est-ce que tout le monde voit? Juste. Oui, on voit. OK, merci. Ah. OK. Donc, maintenant, il faut que j'envoie le code. Shift F5.
Regarde le Traverse Station. Et maintenant, tous les mécaniciens sont en train de se demander, hey, les programmeurs, pourquoi est-ce qu'on ne tourne pas le robot? Mais il faut envoyer le code au moins. Donc, le code est envoyé, on active. Je fais avancer, tourner le moteur dans le sens horaire d'un tour. Regardons. Un tour. Donc, vous voyez le moteur de gauche qui a maintenant Motion Magic, mais un Motion Magic qui est beaucoup trop lent va réellement atteindre une vitesse de croisière, mais maintenir cette vitesse quand même constante jusqu'à ça. Donc, je vais à moins 2 tours. Donc, le PD pur a déjà fini, mais si j'ai une longue distance à parcourir, je ne veux pas faire 1 mètre, 2 mètres de distance avec mon élévateur avec le PD, ce serait malade. Mais tu veux le faire plutôt avec le Motion Magic. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose que... Ouais, c'est lent, mais c'est beaucoup plus sécuritaire. Donc, si on veut quelque chose de plus vite, donc je suis juste en train d'aller dans le code et au lieu d'avoir 100 dans vitesse et 100 dans accélération, je suis juste en train de changer la valeur pour que ça aille à, qu'est-ce que j'ai noté? OK, si on veut quelque chose de plus rapide, c'est 2000. Donc, on va changer la vitesse pour 2000, 20 fois plus vite, et l'accélération 20 fois plus vite parce qu'on est bien passé. On envoie le code. C'est bon, le code s'est rendu. Enable. Plus un tour, go. Voilà. Moins 2 tours. Parfait. Écoutez le son du Motion Magic, c'est quand même satisfaisant parce qu'il est beaucoup plus doux qu'un PD. Le PD, tu as l'impression qu'il va arracher quelque chose, mais le Motion Magic, c'est ça donne plus confiance de le mettre sur un vrai robot. Mais il y a des... donc, pour notre équipe, la plupart des situations, on va utiliser un Motion Magic. C'est juste légèrement plus complexe qu'un PD, mais les mécaniciens vont t'aimer plus. Puis tu auras moins tendance à moins d'inquiétude à est-ce que je vais poster la limite de mon élévateur puis arracher quelque chose. Aussi, quand l'avantage avec un Motion Magic, si en cours de route, je change de set point, il adoucit le changement. Donc, les problématiques qu'on voyait tantôt, le kick dérivé ou le integral wind-up qui génère un overshoot, mais ça arrive beaucoup moins avec un Motion Magic par-dessus un PD pour vraiment bien l'encadrer, le mouvement. Donc, en fait, un Motion Magic, ce qui est fait en arrière de la scène, si j'essaie de faire un dessin, c'est qu'il génère une série de points, puis il essaie d'atteindre ces séries de points avec un dérivé, avec un PD. Donc, mettons, je prends un client. Vous n'avez pas votre partage d'écran? Ah oui, merci. Merci beaucoup. OK. Donc, si je dessine un petit graphique dans le temps, puis la hauteur des séries. OK. Donc, j'essaie à partir de 0, puis ensuite atteindre la hauteur cible. Ce qu'il va faire un PD, c'est qu'il va chercher à faire comme ça, comme on en a vu. Mais Motion Magic va dire, je vais définir des points intermédiaires dans le temps. Donc, au début, il va essayer de partir lentement. Ensuite, la vitesse va augmenter. Et ensuite, il va ralentir. Chacun de ces points, il va essayer de les atteindre, tous ces points intermédiaires avec le PD. Donc, il fait un petit pas à la fois et il y a moins de chances pour qu'un PD de partir à l'infini puis vraiment te donner un mouvement trop brusque. Donc, c'est plus contrôlé.
Par contre, il y a certaines situations où tu cherches vraiment la performance la plus top, la plus maximale. Et à ce moment-là, tu es mieux d'aller avec un PD incroyablement bien tuné. Tu veux aller instantanément à la bonne vitesse et au risque d'user un tout petit peu ton robot pendant une saison, mais au moins dans les compétitions, tu as une bonne performance. Mais à ce moment-là, si tu es prêt à faire ce sacrifice, tu peux aller avec un PD aussi. Une utilisation de ça, ce serait comme par exemple dans un Sword. Je pense que notre roue d'orientation est en PD seulement. C'est ça, parce qu'on cherche vraiment à tourner vers la bonne direction le plus vite possible sans avoir une accélération douce puis décélération douce. Bon, c'est ça. OK, ça c'est le Motion Magic. Et dans le fond, c'est tout ce que j'ai. Y a-t-il des questions? Juste pour souci de complétion, donc ça c'est le code. Donc je vais juste le parcourir du début jusqu'à la fin, puis je vais envoyer mes slides avec les liens, puis je peux aussi vous envoyer le code. Donc initialisation, ce qui était plus normal, ensuite en robot init. Le périodique, c'est seulement l'affichage. Au début, pour faciliter les tests, je réinitialise mes encodeurs en TLR init à chaque fois. Puis dans le TLR périodique, il y a seulement deux choses. Le contrôle de position, Motion Magic, c'est tout. Puis ça, c'est une fonction de support. That's it. Ça Oui, conclut Julien. la présentation. Il y a Julien qui a une question et peut-être Charles. Oui. Ouais, super intéressant. Tu as parlé un peu comment on ajustait un PID, mais le Motion Magic, comment on sait que les valeurs sont bonnes pour l'usure du matériel ou comment on sait que la valeur, c'est quoi la valeur maximale raisonnable pour une application donnée? Oui. Donc, pour trouver la valeur maximale, pour toutes ces questions, la bonne méthodologie, c'est celle de tâtonnement. Donc, avec Motion Magic, si déjà ton système tolère le PD, mais avec Motion Magic, même si tu as augmenté tes valeurs d'accélération, de vitesse à quelque chose qui est complètement ridicule, comme dirait le film Spaceball pour ceux qui savent. Donc, où est-ce qu'on est? La configuration ici, on va mettre 999, 99. Tiens, on sait que ça, c'est beaucoup trop grand. Essayons-le. Stop sharing. Okay, on va zoomer dedans. Donc, je disais tantôt que si votre PD, pas votre PD, mais votre Motion Magic est mal tuné, il est beaucoup trop grand, ce que ça va faire, c'est ça s'approche carrément d'un PD. Il n'y aura quasiment pas de différence. Donc, si votre PD casse le système, Motion Magic ne devrait pas casser non plus. Puis pour tout le reste, c'est juste diminuer les valeurs jusqu'à ce que tu vois, OK, j'ai quelque chose qui a le bon équilibre entre ce que les mécaniciens ont comme expression faciale, puis ce que la performance et les jeunes sont en train de célébrer ou pas. OK, donc quand les mécaniciens ils trouvent que ça, quand ils sont heureux, c'est là qu'on arrête. Oui, heureux sur le bord de virer mauve. OK, on arrête. Il y avait une Ça autre prend une équipe question. de. Oui, c'est Oui, tâtonnement un peu. Oui. moi c'était juste pour savoir, pour obtenir le code. Ah, OK, oui. Ouais. Mais OK. sinon c'est tout. Merci. OK. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas avec vos questions après.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier Andy chaleureusement de la présentation de ce soir. Puis effectivement, je peux vous dire que oui, les ateliers sont enregistrés, mais s'il y a des documents à partager aussi, tout ça là, va être mis à la disposition des gens dans les prochains jours, semaines. Là. On va organiser quelque chose sans doute sur notre site web avec les liens sur Facebook, mais vous allez pouvoir accéder à ces choses-là. Donc, peut-être une dernière chance. Je vois le clavardage s'est allumé. Ah, on nous remercie. Mais si jamais, donc, il y a des questions, une dernière chance. Sinon, encore une fois, merci beaucoup, Andy. Très, très, très apprécié. Merci à tous. Et puis, ben, j'ose vous revoir, vous revoir demain. Je pense que c'est sur la mécanique demain avec John Charlton. Merci, bonne fin de soirée. À la prochaine. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Bonne Andy. soirée. Bonne soirée. Merci, Bonne Andy. soirée. Bonne soirée.